Bonjour Raphaël. Bonjour Steve. Et merci de nous retrouver comme tous les lundis pour votre bloc-notes. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre et vous suivez de près les discussions entre François Bayrou et plusieurs forces de gauche, notamment les socialistes. On en parlait tout à l'heure avec Alexis Lacroix pour éviter une censure du gouvernement. Est-ce qu'un compromis transpartisan qui paraissait à un horizon assez inatteignable ces 2 dernières années est devenu envisageable ? Je pense que d'abord, la raison du compromis, comme vous venez de l'évoquer, c'est que pour une fois, le discours de politique générale de M. Bayrou aura une importance. Et sans doute que ce sera le discours de politique générale le plus important de ces dernières années. Parce que contrairement, disons, aux habitudes de la Ve République, qui veulent que le Parlement soit au service du Premier ministre, eh bien cette fois-ci, nous avons un Parlement qui est divisé, sans majorité claire. Et donc le fait qu'il y ait un programme tranché d'idées aura son importance et ces éléments de fond du programme, on va les découvrir demain pendant le discours. Et donc, on a des éléments qui portent à croire qu'un compromis est possible, mais je pense que c'est pas gagné parce qu'en réalité, il y a 2 réalités qui sont en train de s'opposer, la réalité politique et la réalité économique. La réalité politique est qu'aujourd'hui, 2/3 de l'Assemblée nationale, au moins, et pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et on sait à quel point les discussions se sont beaucoup activées ces derniers jours, notamment avec le Parti socialiste, pour essayer d'arriver éventuellement à une suspension de 6 mois, dit-on, de la réforme des retraites. Donc ça, c'est la réalité politique et que le gouvernement, s'il veut espérer ne pas avoir de motion de censure, sera obligé de passer par un compromis sur les retraites. En redonnant la balle pendant ces 6 mois aux partenaires sociaux. Exactement, mais en parallèle, il y a une réalité économique qu'il faut rappeler et qui, à mon sens, fait que ce compromis n'est pas aussi simple. Cette réalité, elle est que 1/4 de la dépense publique aujourd'hui porte aujourd'hui sur nos dépenses de retraite. Que depuis 2017, sur les 1 000 milliards d'augmentation de dette, plus de la moitié d'entre elles sont complètement liées aux dépenses de retraite. Et que si vous regardez, j'en terminerai par là, le rapport du corps qui a été récemment publié, qui, contrairement aux affirmations qu'ils avaient eues durant la réforme des retraites, cette fois-ci avertissent que, y compris après la réforme, le régime des retraites est en déficit jusqu'en 2070. Et donc là où je m'inquiète, c'est que je pense qu'il va falloir trouver un compromis sur la réforme des retraites. Mais en revanche, les modalités exactes vont nécessiter de trouver des financements et des financements qui soient solides, pour ne pas avoir un régime qui soit de façon endémique empêtré dans le déficit. Alors on verra, Raphaël, ce que donneront ces tractations avec la gauche, mais il n'est pas inutile d'ores et déjà de s'arrêter sur les réactions à droite. Je lisais tout à l'heure l'éditorial de Guillaume Tabar dans le Figaro qui me semblait tout à fait représentatif de la position majoritaire chez les Républicains. Il alerte sur, je cite, les risques d'un Munich sur les retraites, et regrette que le gouvernement s'apprête à capituler. Cette réforme des retraites, finalement, c'est la mère des batailles à la fois sur le plan politique et sur le plan symbolique. C'est la mère des batailles sur le plan politique et le plan symbolique parce qu'en réalité, il a marqué les mandats d'Emmanuel Macron à 2 reprises. D'abord par l'échec de la réforme à points, vous vous rappelez en 2019, qui avait porté par Édouard Philippe. Un élément, absolument, qui avait été un élément socialement très marquant. Et puis ensuite, la réforme des retraites qui avait beaucoup mobilisé, qui continue d'entacher la popularité du président de la République encore aujourd'hui. Donc oui, c'est un élément très marquant. Là où je trouve que la droite n'a pas un comportement adéquat sur le plan politique, c'est qu'en matière de compromis, il faut aussi s'atteler à la représentativité de chacun. Et la représentativité de la droite aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale reste quand même assez minime. Il faut rappeler que les Républicains représentent une portion beaucoup moins grande que ce qu'est aujourd'hui le nouveau Front populaire ou même le Parti socialiste. La réforme à points pourrait, des retraites à points pourrait une nouvelle fois avoir un peu le vent en poupe dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Je pense que ça pourrait être une piste de sortie de crise. Parce que la réforme à points a un avantage qui est considérable, c'est qu'elle met tout le monde à égalité. Public, privé, etc. Il n'y a pas de disparité entre différents régimes et vous avez une lisibilité beaucoup plus grande
Alors qu'aujourd'hui, vous avez à la fois l'âge de départ minimal couplé aux années de cotisation minimale. La retraite à points, c'est beaucoup plus clair. C'est vous cumulez un ensemble de points et au bout d'un certain temps, vous pouvez partir à la retraite. Ce qui est assez dommage, c'est que le paradoxe de la réforme de 2019, c'était qu'une réforme qui, en réalité, simplifiait beaucoup plus le système comparé à l'existant. Eh bien, le gouvernement s'était empêtré dans des explications interminables qui fait que personne, au fond, n'avait compris la nécessité de cette réforme. Mais encore une fois, je pense que le point fondamental est le suivant. C'est que, à mon sens, les Républicains ont raison sur le fond. Il faut maintenir la réforme des retraites parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'immensité des dépenses que nous avons en matière de retraite fait que toute réforme qui reviendrait sur les acquis aboutirait à des déficits faramineux. Mais aujourd'hui, la réalité démocratique de l'Assemblée nationale, c'est que vous avez 2/3 de l'Assemblée nationale qui est pour le retour au minimum à la retraite à l'âge de 62 ans, si ce n'est 60 ans, et que donc si on veut faire des compromis, il n'y a pas d'autre choix que d'aller lâcher un peu de lest vis-à-vis de la gauche, entre autres. Raphaël Amselem, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant avec vous à Elon Musk et à son offensive pour peser sur l'avenir politique des démocraties européennes. Le patron de X, Tesla ou encore SpaceX a pris position en Allemagne en faveur du mouvement d'extrême droite de l'AfD à la veille des législatives dans le pays. Il a qualifié le Premier ministre britannique Keir Starmer de totalement méprisable après avoir traité le chancelier allemand Olaf Scholz, je cite, d'imbécile incompétent. Est-ce que le très influent conseiller de Donald Trump peut réussir à imposer son agenda idéologique à nos démocraties ? Je trouve que le comportement de M. Musk est assez inquiétant. Il est le symbole de ce qu'on appelle en théorie politique le capitalisme de connivence. C'est-à-dire le fait que vous avez des très grandes puissances économiques qui ont une influence politique très forte, y compris au sein de l'administration. Parce que M. Musk n'est pas que le conseiller de M. Trump, il sera bientôt au sein de l'administration américaine. Et à coup de milliards, et notamment en ayant acquis un réseau social aussi influent que X, il est en train d'imposer une ligne politique qui non seulement est en train de marcher aux États-Unis, mais qu'il essaye d'exporter en Europe. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Et ça l'est d'autant plus d'un point de vue historique que l'extrême droite, de tout temps, a toujours eu une prégnance extrêmement forte dans des coalitions, pour réemployer un terme qui concerne l'actualité nationale, des coalitions entre des grands entrepreneurs, des grandes fortunes et des pouvoirs politiques au moins illibéraux. Et on a cette impression-là que M. Musk essaye d'installer un climat au sein non seulement des États-Unis mais en Europe, qui soit favorable à ces idées. Et donc ça pose avec une force de frappe politique et économique redoutable. Redoutable, et c'est la question de l'influence de l'argent, mais pas que de l'argent, c'est aujourd'hui l'ensemble des réseaux sociaux. Et quand vous avez un réseau social aussi puissant que X, ex-Twitter, évidemment que ça pose la question, notamment de la question de la régulation. C'est-à-dire que le fait que M. Musk soit propriétaire d'un réseau social, moi je ne suis pas contre, je suis un libéral, je considère que le droit de propriété est légitime. Sauf qu'il n'y a pas que le droit de propriété, il y a d'autres droits, notamment la liberté d'expression. Si ce droit de propriété se fait contre la liberté d'expression d'opposants politiques, en la matière, je pense qu'une régulation et une politique de concurrence forte, notamment ce qui a été l'impulsion de la nouvelle Commission européenne, me semble absolument bienvenue. Dans son discours devant ou à l'occasion de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs la semaine dernière, Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, une nouvelle internationale réactionnaire, sans nommer Elon Musk. On sait que le président entretient une relation ancienne avec l'homme d'affaires, pour ne pas dire une forme de fascination. Est-ce qu'il est temps pour lui, selon vous, Raphaël Amselem, de porter des mesures contre l'influence de Musk, notamment à travers X, comme l'a suggéré tout récemment l'ancien commissaire européen français Thierry Breton? Je ne crois pas qu'il y ait nécessité de mesures supplémentaires parce qu'en réalité, les mesures existent déjà. Non seulement la France en a adopté, mais même l'Union européenne a
assez récemment d'ailleurs, c'était en juillet dernier, adopté un ensemble de directives qui permettent la régulation des plateformes et des réseaux sociaux. Et une régulation qui ne va non pas dans le sens d'un réflexe très français qui est la lutte contre la désinformation et les fake news, qui est une notion au fond extrêmement floue, une fausse information définie par le législateur, moi je ne sais pas ce que c'est. En revanche, une régulation qui va dans le sens de garantir la pluralité de l'expression, ça, il y a des éléments qui ont été adoptés en juillet dernier par l'Union européenne. Et donc la question, ça n'est pas tant d'adopter de nouvelles mesures que de les faire appliquer. Merci beaucoup Raphaël Abselmoun d'avoir été avec nous comme chaque lundi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. Très bon après-midi. À vous aussi.